Bonjour tout le monde, vous êtes sur les terrains de l'Association des propriétaires du lac Meluc. C'est une compagnie enregistrée. On est un OBNL, qui est un organisme qui est à but non lucratif. On a parlé de vouloir gérer l'ensemble des ressources et c'est là qu'il y avait un programme multiressources et il y a eu un pont fait avec l'agence et là, à l'époque, le personnel de l'agence a débarqué pour venir faire des inventaires et arriver à voir un portrait global de toutes les ressources sur le territoire et d'avoir une gestion de nos coupes forestières qui tiendrait compte de l'ensemble des ressources du territoire. Et c'est ce qui est arrivé avec notre premier plan d'aménagement forestier multiressources. Et aujourd'hui, on est à la deuxième génération du plan d'aménagement forestier. Mais les choses très intéressantes, lors des inventaires, il y a eu beaucoup de plantes rares qui ont été découvertes sur place. Donc, on a voulu protéger ces territoires-là et on a désigné une EFE sur notre territoire, une EFE en terre privée, en attendant d'avoir peut-être un autre statut de conservation qui viendrait protéger tout le territoire à long terme, là. Quand Marco ou Sébastien vous ont informé de la présence de ces espèces-là sur votre lot, ça a été quoi? Aviez-vous eu des appréhensions, une surprise? C'était beaucoup de la curiosité. Oui, non, je pense que les gens... Oui, c'est ça. Bon, il faut dire que moi, je suis biologiste de formation, donc moi j'étais dans l'excitation. Mais pour l'ensemble des propriétaires, ça a été vraiment de la curiosité. Marco a trouvé la valériane végétative, à trois raisons. Ça commence souvent par la valériane. On tombe sur la valériane. Elle est plus facile à trouver. Quand tu arrives dans le bon temps, là, on a rencontré 3 espèces cette année-là. Il y avait de la valériane, il y avait de l'orchis à feuilles rondes, qui est une petite orchidée, puis il y avait de cypripède royal, qui est une orchidée là, qui est quand même assez grosse. Et puis, avec des suivis, tout ça, maintenant, on a retrouvé une 4e espèce qui s'appelle le calypso bulbeux, là, que là, il faut être chanceux pour la trouver. Donc, on s'est rendu compte que c'était finalement exceptionnel, et tout ça. Fait que moi, quand je trouve des plantes rares, je déclare aux instances concernées, donc je déclare mes observations au Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec. Puis quand j'ai une concentration d'espèces rares, ben là, on va proposer un écosystème forestier exceptionnel. En forêt privée, ça repose aussi à la volonté des propriétaires de protéger et tout ça. On a trouvé beaucoup d'espèces. Il y a des gens qui sont venus valider aussi cette information-là. Et puis maintenant, il y a un écosystème forestier exceptionnel qui fait 2 forêts là, ici là, dans le secteur. Au début des années 2000, quand moi je parlais avec des plantes rares, là, le propriétaire il se croise les bras, il se recule, le kit, là, la plupart, là, ils voient des contraintes puis ils voient du rouge. Là, ils ne font plus rien faire, c'est plus à l'heure. Moi je le disais tout le temps, la valériane de tourbière, c'est une plante de lumière, elle vit dans les trouées, au même titre que les 2 ou 3 autres espèces qu'on avait, sauf le calypso. C'est des plantes qui vivent dans les trouées. Fait que des fois, le fait d'intervenir dans une cédrière ou dans un milieu humide, ben, ça peut ouvrir le couvert et favoriser ces espèces-là. Qu'on peut financer, même si c'est dans la zone de conservation, des travaux d'aménagement, pour justement favoriser ces espèces-là. Évidemment, si c'est le plus gros stade du Québec, peut-être pas la meilleure place. Souvent, c'est des milieux qui sont très ouverts, fait que c'est pas admissible à des opérations d'éclaircie ou de jardinage, par exemple. Par contre, quand le peuplement est fermé, ben moi j'ai vu souvent, après le traitement, dans des peuplements, ben, la valériane qui était établie, puis il y en avait plein, puis c'était juste dans les sentiers de débardage qu'on la voyait. Là, la machine avait passé souvent. Fait que là, j'en ai parlé à Québec aussi, je vous ai montré ces cotes, là, la machine a passé ici. À un moment donné, il faudra peut-être financer la réalisation de travaux. Puis Marco a travaillé là-dessus aussi, là, sur les premiers balbutiements de ça. Les premiers balbutiements d'un plan ou d'un protocole pour orienter la mise en valeur des travaux. Puis le ministère a décidé de faire son propre plan, puis c'est en cheminement. Mais nous, on l'applique. On a déjà fait une coupe de jardinage dans une place qui habitait dans un effet où il y avait pour le secteur concerné 2 espèces. La valériane des tourbières, c'est une plante qui est désignée vulnérable. C'est une des rares qu'on a au Bas-Saint-Laurent. Donc la loi sur les espèces menacées vulnérables, elle s'applique à ces espèces-là. Ah, OK. Ça dit que nul ne peut posséder hors de son milieu, mutiler, détruire ces plantes-là.
C'est une plante qui peut venir quand même assez haut. On la voit dans les ouvertures. Les ouvertures, c'est entre autres des chemins, des trouées, tout ça. C'est une plante qu'on peut voir à l'occasion. Normalement, elle va fleurir en juillet. Début juillet, à Saint-Jean, c'est en plein le temps. Puis souvent, ça va avoir une petite rosette végétative avec des feuilles, c'est juste ça. Fait que quand il n'y a pas beaucoup de soleil, elle va être, vu qu'il y a un peuplement qui est fermé, elle va être juste comme ça qu'on va l'observer. Puis avec le temps, puis le soleil, les conditions lumineuses, ben là, ils vont développer une rosette avec des feuilles végétatives, puis ils vont commencer à avoir des folioles sur le côté. Puis quand il y a du soleil en masse, ben là, on va donner un plant qui va avoir des rosettes végétatives, puis il va avoir aussi des feuilles composées sur la tige. OK? Fait que là, on est vraiment dans un habitat qui est intéressant, mais là, on est en fin de saison. Fait que des fois, là, je peux avoir là, 20 mètres, 50 mètres carrés, puis c'est juste de ça. Puis ça va être juste des rosettes végétatives. Puis quand les conditions de luminosité sont suffisantes, qui le permettent, bien là, la plante, elle va fructifier, elle va fleurir et fructifier. Puis ça va donner, là, on n'en voit pas, là. Ça va donner une petite graine, donc on appelle la canne, qui est surmontée d'une série de soies, comme un peu du pissenlit. Puis ça s'essème comme ça. Puis là, le sol des cédrières, là, je ne sais pas où ils en sont, là, mais ici, on est dans une tourbière. Une tourbière, Ils ont eu leur cours d'écologie, leur cours de sol forestier. Cours d'écologie. Fait que dans le cours d'écologie, on apprend qu'une tourbière, c'est un sol tourbeux épais. Et c'est très acide. Ça ne se décompose pas beaucoup. Fait que ça préserve les graines jusqu'à ce que les conditions de luminosité et de croissance se représentent à nouveau. Et là, ça repart. Fait que des fois, il n'y en a pas de plantes. Moi, si je vois dans une tidrière qui est bien fermée, je peux dire j'en ai pas vu. Mais je peux pas dire qu'il n'y en a pas. Parce que je ne suis pas capable de mesurer s'il y en a sous forme de graines. RC38 est un type écologique typique pour retrouver de la valériane des tourbières. À ça s'ajoutent les conditions de luminosité que Sébastien a parlé. Donc, si on est sur un RC38, cédrière tourbeuse avec des ouvertures, un peu de mousse, ça vaut la peine de regarder au sol. Et d'introuer. C'est ça. Moi, c'est ça que je fais. Je me promène puis je marche très croche. Même si j'ai un bearing, on s'en va. On court les trouées. Puis ça vient aussi avec des espèces indicatrices. Fait qu'il y a différents rapports qui ont été produits, dont un qui a été produit sur la situation de la valériane, il y a déjà 20 ans. Il disait que lorsque je suis dans un peuplement dominé par le thuya, il peut avoir un peu d'épinate noire et du mélèze, avec des espèces compagnes, comme par exemple un arpent à feuille d'onde. Moi, je sais comment ça sent. Ça, l'arpent à feuille d'onde, ça, c'est minérotrophe riche. La spinacine à 3 feuilles qui s'appelle maintenant Maïanthème. Là, ça sent fort. Ça sent la valériane. Donc là, ça sent la valériane, ça sent l'orchis, ça sent le cypripède royal. On regarde où est-ce qu'on marche et tout ça. On peut ajouter à ça le type écologique RS18. À l'occasion. Des fois, on est chanceux. Puis des fois, c'est juste dans l'épinate noire. Ça arrive. Si l'orchis, ça fait rond. La feuille est pas très ronde, là. C'est là quand même assez ronde. Des fois, elle ne l'est pas tout à fait. On remarquera qu'ici, il y a une petite hampe florale sous laquelle il y a eu des fleurs. Puis là, ils sont en train de maturer en capsule. On en a combien, là, de cypripèdes ici? Une vingtaine, une trentaine. On en a un. C'est un clone. Fait que ça, là, le cypripède royal, ça prend 2 ans avant qu'il sorte un petit bout de verre de la surface de la terre. C'est ça l'orchis. Fait qu'à partir de la graine, ça prend un champignon, il y a de la mycorhize. Ça prend 2 ans avant qu'il sorte un petit bout de verre. Ça prend 15 à 20 ans avant qu'il y ait une première fleur. Puis à partir de là, quand les conditions de luminosité sont favorables, ben là, ils vont accumuler des réserves d'énergie dans leurs racines et tout ça. Puis ça va pouvoir s'étaler et faire des clones. Lorsque j'étais dans l'équipe avec Sébastien, on a fait un effort de recherche pour essayer d'en trouver au Bas-Saint-Laurent. On a fait sortir
type écologique RC38 puis RS18. Dans le temps, c'était ArcView. Puis on a trouvé, dans le fond, on a ciblé des secteurs à aller, on les a visités. Donc, sur à peu près la moitié des sites RC38 qu'on avait sortis, on a trouvé de la valériane des tourbières. Sur à peu près le quart des sites sortis, on trouvait de l'orchis à feuilles rondes et à peu près 10 du cypripède royal. Vous regardez, c'est des outils qui ont été développés par le ministère des Ressources naturelles pour identifier les habitats potentiels susceptibles d'abriter des plantes rares. Il y a les cédrières de type 1, les cédrières de type 2. Les cédrières de type 1, c'est l'habitat dans lequel on se retrouve ici aujourd'hui. Les cédrières de type 2, c'est des cédrières plus sèches qui vont abriter peut-être un peu plus le calypso, mais le calypso il peut être aussi dans des milieux plus humides aussi. C'est ça. C'est un petit peu obscur. Là. Des fois, c'est pas tout évident de bien connaître la variabilité de l'habitat. Moi, j'ai vu du calypso là, dans la falaise de Neigette, puis c'était en manchette de même. Calypso, c'est ça. C'est variable. La lèvre d'anticosti, ils vont pousser en pleine lumière, alors que normalement, on les voit juste en noirceur dans les peuplements qui sont très denses. Fait que c'est une histoire de degrés jour, puis où est-ce qu'on se trouve aussi. Là, j'aimerais vous entendre un peu sur... vous tombez sur un site comme ça chez un propriétaire. Le propriétaire, bon, on l'a dit tantôt, le contexte en forêt privée faisait en sorte qu'il n'y avait pas d'obligation légale de conserver. Sauf que le PPMV, lui, si le propriétaire est participant au programme de mise en valeur, le PPMV va obliger de protéger les sites en sous-conservation, dont des sites contenant des plantes rares. Je ne me trompe pas, Sébastien, jusque-là? Oui, il y a une petite nuance. Là. Vas-y. La loi s'applique en forêt privée. Pour les espèces qui sont susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables, comme le cypripède royal, comme l'orchis à feuilles rondes, comme la plupart des plantes qu'on a, il n'y a pas de nul ne peut posséder hors de son milieu, mutiler, briser, tout ça. Ça s'applique juste aux espèces qui sont désignées. Ouais. Les espèces qui sont désignées, ça s'appelle la valériane des tourbières. Elle s'applique même en forêt privée. Un technicien qui en trouve, normalement, devrait déclarer cette observation-là, par exemple, à l'agence régionale, mais aussi au Centre de données du patrimoine naturel du Québec, qui, eux, gèrent, colligent toutes les observations. Puis à partir de ça, ils sont capables de savoir, est-ce que la situation de cette plante-là au Québec justifie de mettre cette espèce-là sur la liste des espèces en situation précaire ou pas? Ils ont différents critères. Puis maintenant, quand la situation ne le requiert plus, ils vont la débarquer de la liste. Fait que normalement, si vous en trouvez, vous devriez les déclarer. Puis le PPMV, il dit que la zone de conservation, parce que là, ici, on serait dans du jaune s'il n'y avait pas de plantes rares. Là. Fait que si on en trouve, là, ça devient rouge, normalement. Fait que c'est pas parce qu'il est en jaune, je peux couper. Mais si j'en trouve des plantes, là, c'est le terrain qui prime. Ça, le terrain, c'est parce que ça commence par ceux-là qui sont dedans, qui ont les œufs et les bottes, à documenter ces éléments-là. Donc, vous comprenez ce qu'il vient de dire, vous êtes en première ligne. Outre les propriétaires qui parcourent leur terrain, qui ne savent pas nécessairement tout le temps qu'est-ce que c'est, vous êtes en première ligne. Vous êtes sur les yeux et les oreilles, plutôt les yeux dans ce cas-là. Mais c'est vous qui allez détecter ça. Ça fait partie du travail du technologue forestier de protéger les ressources. Donc, ça, c'en est une ressource. C'est important de les connaître, puis de les rapporter lorsque vous en trouvez. Sébastien, tu peux-tu expliquer la suite? Un technicien qui a trouvé ça sur un lot privé, puis qui l'a déclaré. Une fois que ça s'est rendu aux autorités compétentes, c'est quoi qui se passe? Normalement, périodiquement, ça ne veut pas dire que c'est à toutes les années, mais on fait une mise à jour du PPMV. Et puis là, les techniciens forestiers ils doivent appliquer les modalités d'intervention en fonction de la nature de l'élément qui était protégé. Parce que pour être dans la zone de conservation, il y a plusieurs raisons. Là, je pourrais avoir une bonne raison, une espèce susceptible d'être désignée menacée vulnérable, avoir une deuxième, une troisième qui est désignée avec, par exemple, sur un dénudé humide comme on pourrait avoir là-bas. Fait que là, j'ai 3 ou 4 raisons là, pour justement justifier
Conservation. la mise dans un zonage de conservation. Fait que, périodiquement, on reçoit les éléments et on met à jour notre plan notre PPMV. Puis ce PPMV-là est à jour. Et quand les techniciens vont aller sur les lots privés pour faire des inventaires, pour faire un plan d'aménagement, ils vont avoir tous les éléments pour indiquer au propriétaire, voici, vous vous retrouvez dans un milieu humide et il y a des plantereurs dedans, puis voici les contraintes, voici ce que vous ne pouvez pas faire, qu'est-ce qu'on peut faire avec les contraintes qu'on a. Si le peuplement forestier est très, très, très dense, par exemple une cédrière qui est quand même assez dense, il pourrait être possible de demander une dérogation pour aller intervenir et faire un jardinage. Là, si moi, si je suis jamais allé et je ne sais pas c'est quoi, je vais demander d'aller faire un tour avant, on va caractériser la population, on va savoir c'est quoi, combien il y en a, ils sont où, qu'est-ce qu'on recommande comme mesure d'atténuation à mettre en œuvre pour justement réaliser des opérations forestières. Dans le cas qui nous concerne ici, ça pourrait être de dire, on va faire les travaux l'hiver, alors qu'il y a une bonne couverture de neige, parce que s'il y a juste ça d'épais de neige, ça va quand même caler. Donc on va attendre peut-être plus en février pour faire des interventions forestières. Et des fois, on peut dire, soit sur une partie du peuplement, sur la totalité du peuplement, ou même des fois, on peut jouer sur le niveau de prélèvement. En général, quand les mesures d'atténuation sont bien mises en application, disons que, coupe standard, là, ça passe. Bon, disons qu'ici, là, regarde, on a une cédrière qui est plus fermée, on a quelques ouvertures, mais admettons qu'elle est vraiment fermée. On va y aller dedans tantôt. Ouais. Il y aurait une demande pour faire le traitement ici. Donc, les critères d'application ici, ça pourrait être quoi? Est-ce que tu dis, dans le premier, une distance équivalente à la hauteur des arbres, on n'intervient pas ou très peu, puis après ça, on peut intervenir plus? On est dans les modalités? maintenant, là, OK. je dirais. Moi, j'ai eu une demande, là, une couple d'années, à peu près 3 ans. Là, c'était un EFE, puis là, j'avais du cypripède, de l'orchis, puis de la valéienne. C'était encore les mêmes, là, même genre d'habitat. Puis là, je savais c'était où l'intervention, puis ça a donné que c'était moi et mon équipe qui l'avait trouvé, qui avait documenté toutes les occurrences. Fait qu'on avait une idée. C'était quoi, combien, puis où. Donc là, je dis, est-ce qu'on fait juste sur la moitié du peuplement, on le fait tout sur tout. En discutant avec mes homologues de Québec qui s'occupent un peu de ces éléments-là, je dis, écoute, on est rendu là. On va le faire. Puis on a proposé les mesures d'atténuation qui ont été respectées. Ça a été fait l'hiver. On est rendu au suivi là, qui va se faire. Et puis c'est quoi qui a été appliqué comme modalité? Jardinage de cédrière, Ouais. réalisé à période hivernale, alors que la couverture de neige elle atteignait 1 mètre. Au niveau du prélèvement, y a-t-il une modulation? Non. Ils l'ont fait On standard? n'a pas exigé de modulation. Mais on a demandé d'avoir l'empilement. En dehors du site? En dehors, évidemment. Il faut éviter de faire créer de la compaction aussi au niveau des sols. Là. Ils sont dans un sol tourbeux, c'est un sol qui est mou et tout ça, là, mais si on fait des piles de bois partout, on essaie d'avoir des aires d'empilement à l'extérieur du site. Là, Sans compter que la compaction de la neige fait rentrer le froid aussi. C'est pas nécessairement juste au niveau de compaction du sol. Des fois, ça fait entrer le froid puis venir faire mourir les plantures. Mais il y a un précédent. Ouais. Il y a des précédents pour d'autres espèces là, qui poussent pas forcément dans notre région, là, mais dans des sols un peu plus sablonneux et tout ça. Là, fait que c'est suivant le verglas qu'il y a eu en 1998, là, je ne sais pas s'il y en a qui étaient. Il y en a qui étaient peut-être pas vieux dans ce temps-là. Ça rappelle bien. Oui, c'est ça. Ça a apporté un paquet de questions, là, parce que dans le sud du Québec, il y a énormément de plantereurs là, dans cette région-là. Et puis, il a fallu que le gouvernement il réfléchisse à comment orienter justement la protection de ces plantes-là, puis aussi l'aménagement, parce que là, le verglas avait causé beaucoup de dommages aux arbres. Et puis là, il fallait un petit peu ramasser tous les peuplements qui étaient dégradés là, puis, par ces verglas-là. Fait qu'il y a eu différentes études pour identifier ta plante, là, elle met où sa réserve d'énergie? Est-ce que. Fait que si elle, par exemple, là, ils vont accumuler l'énergie dans les racines, dans le sol. Fait que si on protège le sol bien comme il faut, on va lui donner une chance. Parce que si on arrivait, on faisait les travaux l'été, là, ça va caler, puis ça va tout maganer la plante. Mais là, si on la coupe, on est en fin de saison de végétation, si on ne la coupe pas aujourd'hui, la plante n'est pas morte. Là. Elle va repousser l'année prochaine.
Parce qu'on a déjà eu le temps de faire toute la photosynthèse, de cumuler l'énergie qu'on va avoir besoin pour justement en ressortir l'année prochaine, puis éventuellement refleurir à nouveau. Il y a des questions? Moi, je ferais peut-être une petite intervention pour spécifier. Là, ici, on est dans la région du Bas-Saint-Laurent. Il y a l'agence du Bas-Saint-Laurent qui intervient, puis qui a sa façon de le faire aussi, là, avec le PPMV. Puis cette manière-là n'est pas uniforme à l'intérieur de toutes les agences au Québec. Nous, à l'agence Chaudière, je sais que c'est le cas aussi à l'agence Appalaches, on n'a pas une désignation de zone de conservation comme l'agence Bas-Saint-Laurent. Donc, ce sera des procédures qui sont différentes. Par contre, c'est toujours votre rôle en tant que technicien d'avertir, puis vous allez être en contact avec les ingénieurs au sein de votre boîte, mais avec aussi les biologistes, si c'est le cas, ou les ingénieurs des agences. Puis là, il y a toujours des moyens puis des façons de faire qui peuvent être appliquées. C'est juste qu'il n'y a pas la désignation, le code rouge, code jaune, comme ici en Bas-Saint-Laurent. Nous, notre PPMV est comme ça, puis il est géomatisé. Ça fait déjà 20 ans que c'est comme ça. Puis on s'enligne sur la 3e génération et ça va être beaucoup plus facile.